Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média à 20h, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce 20h, le président Bassirou Diomaye Faye à Médina Gounass ce vendredi. Le chef de l'État a rendu une visite de courtoisie au khalife général de Médina Gounass quelques jours après l'ouverture de la 83e édition du Dakar. Conseil interministériel sur la campagne agricole, 23 recommandations retenues à l'issue de la rencontre. Cette année, le budget est arrêté à 120 milliards de francs CFA. Un audit du programme de distribution du matériel agricole est également annoncé. L'État va également solder la dette due aux opérateurs. Le Fonds monétaire international était au Sénégal pour une visite de travail, un séjour de plus d'une semaine pour faire le point sur les développements économiques et politiques récents de notre pays. Journée internationale de la liberté de la presse, la crise dans le secteur des médias passée au crible aujourd'hui par la Convention des jeunes reporters du Sénégal qui pense que cette crise commence par la rédaction elle-même. Et puis dans ce journal, nous allons également parler de cet avancement de notre pays en matière de liberté de la presse. Le Sénégal passe de la 104e à la 94e place, mais Reporters sans frontières est toujours inquiet quant à la sécurité des reporters. Nous allons danser en fin d'édition au rythme du tam-tam ou d'autres instruments traditionnels de notre pays. La danse, cette richesse culturelle du Sénégal est en constante évolution. On va voir tout cela avec Ibou Diouf. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, cet incendie de l'usine Patisen à Sissa Yarar. Selon les premières informations, un entrepôt de 500 mètres carrés a pris feu, comme vous le voyez donc sur ces images. Les sapeurs-pompiers tentent actuellement de limiter les dégâts. Les raisons sont pour le moment inconnues, mais il s'agirait d'un accident d'après les premières informations, les premières nouvelles. Bien entendu, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Arrivé ce vendredi du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye à Médina Gounass en compagnie d'une importante délégation. Cette visite de courtoisie revêt un caractère symbolique d'autant plus marqué. Cette visite intervient quelques jours après l'ouverture ce samedi dernier de la 83e édition du Dakar. Bassirou Diomaye Faye a été reçu par le khalife général de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba. Le récit d'Abdoulaye Diallo. Dans le cadre de sa tournée dans les cités religieuses, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a pour la première fois visité la cité religieuse de Médina Gounass, cité dans laquelle est organisée présentement l'édition 2024 du Dakar de Médina Gounass. À son arrivée sur les lieux, il a été accueilli par Thierno Ibn Oumar Ba, plus connu sous le nom de Thierno Ibn Oumar Thierno, porte-parole du khalife général de Médina Gounass. Cet accueil a eu lieu dans le domicile des khalifes, une occasion pour le président de la République de solliciter les prières du khalife et de l'ensemble des pèlerins du Dakar pour un Sénégal émergent, mais aussi une occasion pour le Dental Dakar et les habitants de la dite cité religieuse de poser leurs doléances relatives à l'accès à l'eau, à l'assainissement et au bitumage de quelques artères de la ville de Médina Gounass. Justement, qui est Thierno Ahmadou Tidiane Ba, le khalife général de Médina Gounass. Retenez qu'il est décrit comme un homme discret et passionné de la connaissance. C'est avec lui que la cité religieuse de Médina Gounass est entrée dans l'ère de la modernisation. Plus de détails avec Alassane Ba. Thierno Ahmadou Tidiane Ba, le discret khalife de Médina Gounass, ne fait pas souvent parler de lui, mais son œuvre est immense et ses qualités ne cessent d'inspirer plus d'un. Préparé pour la khilafa 12 ans avant la disparition de son vénéré père, l'actuel khalife de Médina Gounass a su perpétuer le legs de Thierno Mamadou Seyd Ba, décédé le 25 juin 1980. C'est depuis cette date qu'il a été porté à la tête de cette communauté tijane. Né en 1935, 22 jours avant la création de cette cité religieuse, Thierno Ahmadou Tidiane Ba est décrit comme un homme discret, calme, serein, amoureux de la connaissance, fervent défenseur de l'islam
Il aime aider ses semblables et se préoccupe souvent d'eux. Et c'est avec lui que la cité religieuse de Médina Gounass est entrée dans l'ère de la modernisation. Passionné de l'agriculture, il a aménagé un jardin devant abriter la plantation de plusieurs variétés d'arbres fruitiers. Une manière, selon lui, de faire œuvre utile à l'humanité. Âgé aujourd'hui de 89 ans, le Khalif Thierno Amadou Tidiane Ba reçoit le président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion de la 83e édition du Dakar de Médina Gounass. Dans l'autre actualité, retenez que 23 recommandations ont été retenues lors du Conseil interministériel sur la campagne de production agricole présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko. C'était à Diamniadio. Le budget pour cette présente campagne a été donc arrêté à 120 milliards de francs CFA. Un audit du programme donc de distribution du matériel agricole est également prévu. L'État va également solder la dette des opérateurs des campagnes 2020, 2021 et 2022 avant de procéder à l'audit de la campagne 2023. Compte rendu Abdou Diouf Diagne et Bamba Samb. Le gouvernement prévoit 120 milliards de francs CFA pour le financement de la campagne de production agricole 2024. L'annonce est du Premier ministre Ousmane Sonko. Muy 120 milliards yi nga xamné ci ndigalu président de la République mom lañu japp dugal ci campagne ren bi. Pour plus de transparence et d'équité, une place importante sera accordée aux coopératives. J'engage monsieur le ministre chargé de l'agriculture à prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité dans les plus brefs délais, en accordant une attention toute particulière à l'implication active des coopératives et des sociétés de coopératives. Les opérateurs économiques peuvent pousser un ouf de soulagement. L'État décide de payer les dettes derrière lesquelles il courait à partir de ce 6 mai. J'engage monsieur le ministre des Finances et du Budget à prendre les mesures nécessaires pour solder la dette de l'État vis-à-vis des opérateurs pour les campagnes 2021, 2022 et 2023 au plus tard au cours de la semaine du 6 au 10 mai 2024. À procéder à un audit de la dette au titre de la campagne agricole 2023-2024. La campagne de distribution des semences et engrais va démarrer le 13 de ce mois. Le Premier ministre a par ailleurs demandé au secrétaire général du gouvernement de préparer la réunion du Conseil supérieur d'orientation agropastorale. Aussi, dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Ousmane Sonko déclare que la distribution des semences sera digitalisée et confiée aux forces de défense et de sécurité. Le chef du gouvernement révèle que plus de 310 milliards de francs CFA ont été investis dans l'agriculture entre 2020 et 2023, mais les résultats n'ont pas suivi. Le voici au micro de Abdou Diouf Diagne. Désormais, l'agriculture devra mieux jouer son rôle, le rôle prépondérant dans la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, la lutte contre l'immigration irrégulière et l'éradication progressive de la pauvreté. Mesdames, Messieurs, le Sénégal alloue, année après année, d'énormes ressources financières à la subvention des intrants agricoles. Sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023, une enveloppe globale de 310 milliards a été allouée à l'agriculture sénégalaise. Malheureusement, il faut constater et regretter que ces importants moyens financiers n'aient pas profité aux véritables cibles. Il y a donc lieu d'opérer une rupture au niveau des mécanismes de subvention et de financement, comme aussi sur le ciblage des bénéficiaires. Désormais, les ressources et moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent. Nous nous y engageons à partir de cette campagne agricole 2024 qui doit être marquée par l'amorce des ruptures en matière d'organisation et de procédure. C'est ainsi que des efforts seront déployés pour mieux organiser les producteurs, tant dans la mise en place du matériel que celle des intrants agricoles.
Ousmane Sonko est le Premier ministre du Sénégal. Toujours dans l'actualité économique, les services du FMI, le Fonds monétaire international, achèvent leur visite au Sénégal. Une équipe donc du FMI dirigée par Edouard Germael a séjourné au Sénégal donc du 25 avril au 3 mai pour faire le point sur les développements économiques mais également politiques récents. La mission a été reçue en audience par le Premier ministre Ousmane Sonko et une délégation qui a également rencontré donc le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et les représentations des milieux d'affaires, mais aussi des partenaires de développement. La synthèse de leur séjour au Sénégal, c'est avec Daniel Diouf. On apprend de cette mission qu'en 2023, l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience en dépit d'un contexte difficile. Malgré les tensions politiques autour de l'élection présidentielle et les chocs extérieurs, la croissance économique a dépassé les attentes, 4,6%, preuve d'une bonne campagne agricole et un secteur tertiaire solide. L'inflation a également connu une baisse plus rapide que prévu. Elle est retombée à 5,9%. Des dépenses élevées des subventions à l'énergie, soit 620 milliards de francs CFA, et des dépenses d'intérêt sur la dette ont été compensées par la réduction des dépenses d'investissement pour contenir le déficit budgétaire à 4,9% du PIB, conformément à l'objectif du programme. Autre remarque, l'augmentation de la dette du gouvernement central, 73,4% du PIB, et donc au-delà du plafond de dette fixé dans le cadre de l'UEMOA. Pour cause, le gouvernement a constitué des réserves de liquidité en prévision de l'élection présidentielle. Le déficit du compte courant est aussi resté important, 18,8% du PIB. Il reflète ainsi la faiblesse persistante des exportations de biens. La croissance de l'activité économique au premier trimestre 2024, plus faible que prévu, du fait des incertitudes politiques liées à l'élection présidentielle. L'inflation s'est repliée à 3,3%. L'exécution du budget a été marquée par une moins-value au niveau des recettes et un dépassement du coût des subventions à l'énergie par rapport à l'enveloppe budgétaire initiale. Les perspectives économiques restent toutefois favorables selon la mission du FMI. La croissance économique pour 2024 est maintenant projetée à 7,1% contre 8,3% auparavant. Le contexte électoral et un démarrage retardé de la production de gaz jusqu'en décembre 2024 à l'origine de cette situation. Toutefois, pour atteindre l'objectif du déficit budgétaire de 3,9% du PIB fixé pour la fin de l'année 2024, il faudra prendre des mesures ambitieuses pour rationaliser les dépenses fiscales et améliorer l'efficacité des dépenses, précise le FMI. Ces mesures devraient être prises dans le cadre d'un budget rectificatif. Il permettrait la réalisation de l'objectif régional de déficit budgétaire de 3% du PIB en 2025. On relève également de cette mission que des efforts sont faits pour sortir le Sénégal de la liste grise du groupe d'action financière. Le FMI a obtenu des nouvelles autorités en engagement à poursuivre le programme actuel soutenu par l'institution financière internationale. Elles reconnaissent que les principaux piliers du programme s'alignent sur leurs propres objectifs stratégiques, à savoir améliorer la résilience budgétaire et réduire les vulnérabilités de la dette, renforcer la gouvernance, promouvoir la transformation structurelle de l'économie et renforcer la résilience au changement climatique. Les maraîchers de Warouaï, c'est dans la commune de Yeumbeul, se plaignent de l'occupation abusive de la bande des Filao par des particuliers. Une situation qui menace leur existence sur le littoral. Les maraîchers interpellent les autorités. Elles doivent, selon eux, classer et restaurer la forêt au bénéfice de ces agriculteurs qui occupent 16 hectares sur le littoral à Yeumbeul Nord. C'est un reportage de Aminata Ba et de Ousmane Baldé. Les maraîchers qui occupent la bande des Filao à hauteur de Warouaï dans la commune de Yeumbeul Nord sont l'alerte. Ils estiment que leurs activités agricoles sont menacées par des particuliers qui envahissent leur site depuis le déclassement de la forêt en 2018. Nous sommes malheureux de la voir agressée de jour en jour. En 2018, 23 hectares ont été déclassés pour le maire Daouda Ndiaye, 9 hectares pour le maire, pour le promoteur Dembaka. Pour le déclassement le plus récent en 2023, il y a eu 3 hectares pour Siam, le site Moustapha Diop, le collectif
la société SAID, en dernier lieu, le site de SICAP qui prend 10 hectares. Avec la complicité des autorités administratives, les maraîchers qui occupaient ces sites ont été déguerpis sans indemnité adéquate, violant ainsi le droit sacré au travail. Ces cultivateurs travaillent sur le littoral depuis plus de 15 ans maintenant. Ils demandent à l'État du Sénégal de restaurer la bande. Nous voulons que le président et son premier ministre Ousmane Sonko reclassent la forêt du littoral et restaurent la bande agressée. Nous saluons leur décision à suspendre tous les travaux. Cependant, pour l'intérêt de la nation, de l'environnement et des centaines de familles qui vivent de l'agriculture dans la bande des Filao, cet espace devrait être préservé. On produit des centaines de kilogrammes de produits agricoles par mois, à savoir oignons verts, choux pommés, tomates, poivrons verts et même du blé. Plus de 700 maraîchers occupent 16 hectares sur le littoral. Ils disent être prêts à tous les sacrifices pour préserver leur site de travail. Merci Aminata Ba. L'affaire Mbour 4 est loin de connaître son épilogue. Les habitants du quartier regroupés autour d'un collectif réclament des terrains à usage d'habitation. Certains n'ont toujours pas reçu leur acte et demandent aux autorités de diligenter le dossier des habitants de Mbour 4. Mais ces populations se félicitent de la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Un reportage de Cheranta Diop et de Seyla Tira. Amadou Dia, il est conseiller municipal de Thiès-Ouest et membre du collectif des populations de Mbour 4. Pour lui, les premiers actes posés par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sont salutaires. Nous nous sommes battus pendant des années pour que les populations qui étaient installées ici, après la décision du président Macky Sall de régulariser les populations de Mbour 4, le dossier a duré pendant des années et le président Bassirou Diomaye Faye, lors de la campagne électorale, avait dit aux populations, une fois élus, qu'ils régleraient les problèmes. Le collectif n'y va pas par 4 chemins pour rassurer les détenteurs de parcelles qui craignent une expropriation forcée. Nous disons aux populations de Mbour 4 d'être rassurés. Il ne s'agit pas de le retirer de leur terrain, mais il s'agit juste de faire une enquête par rapport à ces 100 000 logements. Cette dame, Khady Ndiaye, rappelle que cette longue lutte a été menée par toute la population de Mbour 4. Nous habitons ici à Mbour 4 depuis 15 ans. Nous avons tous des parcelles ici, mais la gestion de ce site était nébuleuse et hasardeuse. Les gens avaient peur, mais heureusement, Diomaye Faye est venu, a pris le dossier en main pour arbitrage. La balle est maintenant dans le camp des nouvelles autorités pour qu'elles prennent le dossier en main et le diligenter le plus rapidement possible. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la liberté de la presse. À l'occasion, les professionnels des médias ont organisé une table ronde autour du thème de la crise dans les médias, une crise sociale selon la Convention des jeunes reporters qui commence d'abord par la violation de la liberté de la presse dans les rédactions. Un compte rendu de Fatou Bintou Conté et de Diafaraba. Les chiffres font froid dans le dos au scandale qui se passe dans la presse sénégalaise avec des professionnels des médias qui vivent dans des conditions de précarité inouïes. À travers cette étude, on se rend compte que les premières violations de la liberté de presse sont faites dans les rédactions avec à peine 11%. Pas que des jeunes reporters ou des journalistes, mais 11% des professionnels des médias qui bénéficient d'un CDD, 23% qui bénéficient d'un CDI. Le reste, c'est des contrats de prestation, de stage, et la grande partie n'ont absolument aucune base légale sur laquelle travailler. Donc, c'est une situation de précarité et à la limite d'esclavage qui a lieu dans les entreprises de presse sénégalaises. C'est que dans les chiffres qu'on donne, la presse publique en fait partie. Donc de ces chiffres-là, si vous enlevez les gens de la RTS, de l'APS et du Soleil, vous vous rendez compte que dans le privé, on ne respecte presque rien. Pour ces jeunes reporters, il n'existe pas de crise économique dans la presse, mais plutôt sociale. Elle est avant tout une crise que ces patrons de presse-là imposent aux journalistes parce qu'eux, au moins, ils bénéficient de fonds d'aide de l'État, ils bénéficient de publicité, entre autres. Mais ces jeunes reporters-là ne voient aucune dividende
de ce que les patrons de presse reçoivent. Aux journalistes de se mobiliser pour faire face à cette situation et l'État doit aussi jouer son rôle régalien. Nous avons assez tiré sur la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, heureusement que les reporters eux-mêmes ont fait une étude pour confirmer tout ce qu'on disait de leur situation. Maintenant, la plaidoirie elle a été assez faite. On doit passer aux actions. L'État lui vient en secours, parce qu'on dit souvent entre le fort et le faible, c'est le contrat qui lie, mais c'est la loi qui libère. Donc l'État doit, quand il constate que une situation n'est pas bien, l'État se doit de prendre la bonne décision. La presse sénégalaise vit une crise sans précédent, une table ronde autour des difficultés que vivent. Cette presse a été organisée par les professionnels des médias pour trouver des pistes de solutions. Et puis de la 104e place, donc le Sénégal passe à la 94e place. Donc notre pays a fait un bond en avant dans la liberté de la presse d'après le classement de Reporters sans frontières. Mais l'organisation s'empresse d'indiquer que c'est un résultat trompe-l'œil puisque les journalistes sénégalais travaillent dans un environnement où leur sécurité n'est pas toujours assurée. Sadibou Maroun, c'est le chef du bureau Reporters sans frontières. Nous l'écoutons donc au micro de Fat Bintou Conté. Nous nous sommes rendus compte, effectivement, le Sénégal actuellement, qui était à la 104e place l'année dernière et donc qui avait perdu 31 places, actuellement, il y a une hausse du rang de la position du Sénégal qui devient une hausse de 10 points qui devient 94e place. Mais nous avons tenu à expliquer, effectivement, dans l'analyse et sur la base un peu des répondants que nous avons, avec qui nous avons travaillé, qu'effectivement, c'est une sorte, ce que nous appelons un peu une hausse en trompe-l'œil. C'est-à-dire que actuellement, le rang sécuritaire du Sénégal, l'un des critères les plus importants qui permet à un journaliste de travailler sans risque, c'est le critère sécurité et ce rang a baissé de 13 points. Et ça, c'est extrêmement important pour que, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'attaques, au moins une dizaine de cas d'attaques, même pas d'attaques, mais d'arrestations, d'interpellations et de garde à vue en 2023. Parce que nous travaillons dans notre monitoring pour le classement du 1er janvier au 31 décembre. Maintenant, à partir de janvier et février 2024, vous avez vu également que la situation s'était empirée. Sadibou Maroun est le chef du bureau Reporters sans frontières pour l'Afrique de l'Ouest. Il était au micro de Dissa Prera et de Diafra Ba. Et puis ce tweet du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, je cite, « La liberté de presse, véritable pierre angulaire des sociétés démocratiques, garantit que chaque citoyen reste informé, engagé et participe activement aux débats essentiels qui façonnent notre avenir commun. Je réaffirme mon engagement à soutenir une presse libre et diversifiée, pilier indispensable de notre démocratie. » Fin de citation. Projet de réhabilitation ou de réalisation de la route du Dandemayo, les populations dans la grande inquiétude à l'approche de l'hivernage lancé en 2021 par le président Macky Sall. Ce projet de plus de 100 milliards devrait être livré en fin 2024. Mais au rythme où vont les choses, les habitants de toutes les localités qui longent le fleuve Sénégal risquent d'être coupés du monde dès la tombée des premières gouttes de pluie. Des populations interpellent le président Bassirou Diomaye Faye. Un reportage de Ali Bandeniang. Très inquiète au moment où l'on file droit vers l'hivernage. Malgré le démarrage, depuis quelques années, les travaux de réalisation de la route du Dandemayo sont jugés trop lents par les populations des localités qui longent le fleuve Sénégal. Située dans cette zone, sans doute la plus enclavée du pays, l'accès au Dandemayo est parti pour être très compliqué dès la tombée des premières pluies. Vous pouvez imaginer le désarroi dans lequel les populations du Dandemayo sont en ce moment, à l'approche de l'hivernage, avec les routes qui sont déjà coupées, qui attendent donc la construction des ponts. Vous imaginez s'il y a donc des gouttes de pluie qui tombent, il y a eu le tremblement, il y a eu l'élargissement de la route. Imaginez le calvaire que va vivre donc les populations du Dandemayo. En tout cas, nous sommes très inquiets de l'état de l'avancement de la route du Dandemayo. Les travaux donc sont au ralenti, pour ne pas dire aux arrêts. Donc nous attirons l'attention donc des autorités sur les lenteurs donc des travaux de la route. La date de livraison a été prévue donc vers 2026, mais avec cet état d'avancement donc des travaux, on peut s'attendre
même à 2030. Nous interpellons l'État. Nous voudrons quand même que nous soyons édifiés sur le contrat de financement même de la route donc de Noël à Dambankai. Lancé par le président Macky Sall en 2021, les travaux de la route du Dandemayo devraient durer 36 mois. Seulement, malgré les lenteurs que dénoncent aujourd'hui les populations, les engins de l'entreprise en charge des travaux tournent en plein régime. Et le tour effectué sur le terrain a permis de constater l'état d'avancement des constructions des ponts, ouvrages hydrauliques pour sécuriser la route à bitumée. Ali Bandel Nyan, les réalisations donc sur cette route sont à plus de 60%. C'est du moins la déclaration du coordonnateur du projet de cette route qui s'étend de Horefondé à Demba Kane. Boubacar Fofana, joint par Ali Bandel Nyan, rassure les populations du Dandé Mayo sur les dispositions déjà envisagées pour faire face à l'enclavement mais surtout aux inondations. Que ces ouvrages sont réalisés sur une très bonne partie du linéaire avec un taux d'exécution qui avoisine les 60% parce qu'il y en a pratiquement un tous les 300 ou bien tous les 400 mètres et leur exécution quand même est soumise à une réglementation bien précise, notamment toutes les vérifications hydrauliques, structurelles nécessaires. Il est bon quand même de rappeler qu'avant le projet, bien avant même que les entreprises ne démarrent les travaux, il y a eu des inondations qui ont été notées dans la zone et néanmoins l'AGEROUTE a pris par le biais du ministère a pris les dispositions pour mettre en place des équipes de veille en période hivernale et vraiment de diminuer les désagréments qui étaient causés tout en assurant la continuité du trafic sur la piste du Dandemayo. À ce jour, nous sommes en train de discuter avec les entreprises sur place pour que on ne le souhaite pas, mais quand même quand il y a nécessité d'intervenir, que toutes les dispositions puissent être prises pour vraiment minimiser les effets des inondations. Et bien entendu, nous allons suivre tout cela. Comme annoncé en début de journal, nous allons danser. Pour cette fin d'édition, le Sénégal, plus connu pour sa richesse culturelle et sa diversité artistique, a toujours eu une relation très étroite avec la danse. Des danses traditionnelles aux formes contemporaines. La scène sénégalaise est en évolution permanente. Dans ce reportage, nous explorons aujourd'hui les avancées et les contraintes de la danse au Sénégal en mettant en lumière les artistes qui perpétuent les traditions tout en repoussant les limites. C'est un reportage de Ibou Diouf et de Lamine Diagne. La danse au Sénégal, un art bien plus qu'un simple divertissement. C'est un élément essentiel de la culture et de la vie sociale du pays. Les différents styles de danse pratiqués témoignent de son importance. Pourquoi danser? Danser, c'est un besoin. C'est un besoin perpétuel qui se passe tous les jours. Parce que quand on parle de danse, c'est de l'expression corporelle. L'expression corporelle, on le fait tous les jours. Quand on se lève, souvent on se lève, on n'est pas de bonne humeur. La manière de se lever, juste ça de l'expression. Et danser, c'est pas juste des formes, mais il y a les fonds qui sont plus importants. Oui, je le confirme parce que là, chez les Lébous, il y a la danse, par exemple, qui permet à guérir. Chez nous, en Casamance, il y a la danse qui permet de montrer que les jeunes garçons là, ils sont maintenant matures et ils sont prêts à affronter la vie. La danse est également un moyen d'expression artistique important pour de nombreuses communautés au Sénégal. Certaines ethnies utilisent cet art pour raconter des histoires, transmettre des émotions et célébrer leur patrimoine culturel. La danse, pour moi, c'est un métier noble parce que ça te permet de garder la santé, de s'épanouir, tu vois. Donc la danse est... Beaucoup de formes, il y a beaucoup de formes. Moi, moi, particulièrement, je fais beaucoup de formes de danse. Je suis danseur contemporain, je suis danseur traditionnel, danseur hip-hop et je fais beaucoup de styles capoeira aussi. Je fais beaucoup de formes de danse. Ce que je déplore, c'est juste les petites générations qui viennent. Moi, je les conseille d'apprendre la danse. Parce que c'est un métier comme un autre métier. Un métier, on doit l'apprendre, tu vois, faire des recherches. Ça demande des recherches. Ça demande de création. Malgré les défis auxquels la danse est confrontée au Sénégal, elle continue de se développer et de s'ouvrir sur le monde. De plus en plus d'artistes sénégalais collaborent avec des artistes étrangers pour créer des spectacles de danse innovants et passionnants. Bon,
parce que ça fait longtemps que j'ai le rêve de connaître ici, au Sénégal, et apprendre la danse. Parce qu'en Guinée, on danse sabar, mais ici, Guinéen, c'est pas la même chose. Donc, on voulait connaître bien la culture sénégalaise, la danse, le rythme et tout. Donc, c'est la première fois qu'on vient ici. Beaucoup d'artistes et compagnies de danse travaillent dur pour promouvoir la danse sénégalaise à travers le pays et à l'étranger. Elle continue de se développer et de s'ouvrir sur le monde grâce au talent et à la créativité des artistes sénégalais. Merci Ibou Diouf, vraiment des sonorités qui donnent vraiment envie de danser. Mais on va se retenir puisque en face nous avons un colonel qui nous attend pour faire soir d'info. Donc merci à Ibou et merci à toute l'équipe de la rédaction pour ce beau reportage. Voilà, c'est cet élément qui met un terme à ce 20h que j'ai eu l'honneur donc de vous avoir présenté. Rendez-vous dans quelques instants pour Soir d'info. Nous allons parler basket, bien entendu, avec le colonel Cheikh Diop. C'est lui le président de l'AS Douane. À tout à l'heure.